À tous, merci d'être venus. Alors, je vais vous présenter les résultats de ma thèse qui s'intitule «Comment valoriser les données anciennes pour l'analyse fréquentielle des crues» et donc ce sera sur un cas d'application au Rhône à Beaucaire. Donc cette thèse, elle a été réalisée ici à INRAE et elle a été cofinancée par INRAE, H2O Lyon et la CNR. Donc tout d'abord, un peu de contexte. Le risque d'inondation, c'est le type de catastrophe naturelle le plus fréquent dans le monde au XXIe siècle, avec plus de 100 000 morts et plus de 650 milliards de dollars de pertes économiques, donc toujours sur le XXIe siècle. Donc on a eu la nécessité de caractériser statistiquement cet aléa. Par exemple, en France, on a le plan de prévention du risque inondation qui considère l'événement le plus important connu ou un événement théorique de fréquence centenale si ce dernier est plus important. Donc par exemple, ici, on peut voir la carte du PPRI ici à Lyon sur votre droite, enfin à Villeurbanne, et avec différents scénarios donc, qui sont les zones bleutées. Et donc nous, actuellement, on se trouve au niveau du point rouge, donc a priori, pas de risque d'inondation pendant cette soutenance. Donc cette caractérisation de l'aléa de crue, elle est également utile pour dimensionner des infrastructures à risque, comme par exemple ici, les évacuateurs de crue des barrages, qui sont censés résister à des périodes de retour qui peuvent aller jusqu'à 10 000 ans. Donc on verra ce que ça veut dire plus tard. Donc on peut modéliser les crues de façon probabiliste, en faisant l'hypothèse que les observations de crues, elles sont des réalisations d'une variable aléatoire, qu'on nommera x plus tard. Et donc, grâce à la théorie des valeurs extrêmes, on a un cadre pour modéliser ces processus, notamment la loi généralisée des valeurs extrêmes, qu'on appellera ici GEV. Donc, l'idée, c'est que ici, on voit nos données observées de crues, donc qui sont ici des maximums annuels, donc le débit maximal de chaque année, observé à une station hydrométrique. Et on va pouvoir classer par ordre croissant ces différents débits et leur affecter une fréquence empirique. Et enfin, on va pouvoir convertir cette fréquence empirique en période de retour. Donc, qu'est-ce que c'est la période de retour? Bien, par exemple, on va dire la période de retour 100 ans ou crue centenale. C'est un débit qui a une chance sur 100 d'être dépassé chaque année. Donc, ça ne veut pas dire qu'une crue centenale se reproduit une fois tous les 100 ans. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va classer ces débits maximum annuels et ensuite, on va estimer une distribution, donc ici la distribution GEV, en se basant sur ces données. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir accéder à différentes périodes de retour et donc les débits qui y correspondent. Par exemple, ici en gris, la période de retour centenale, et on peut extrapoler jusqu'à la crue millénale, ainsi de suite. Le problème, c'est que ces estimations, elles sont affectées par des incertitudes qui sont dues notamment aux hypothèses de modélisation, ensuite à l'hydrométrie, c'est-à-dire l'estimation du débit des cours d'eau, et également à l'incertitude d'échantillonnage, qui, elle, est due à la longueur limitée des chroniques de débit qui sont disponibles. Et donc, la détermination de ces incertitudes, elle est essentielle déjà pour aider à la prise de décision, mais aussi pour comprendre l'apport des différentes informations qu'on va mettre dans le modèle, notamment dans notre cas, les informations historiques. Donc, tout d'abord, les incertitudes hydrométriques, donc, qui sont dues au fait que le débit des cours d'eau ne peut pas être mesuré en continu. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est mesurer la hauteur d'eau dans un cours d'eau grâce à l'installation d'un repère fixe qui est une échelle limnimétrique, comme vous voyez ici. Donc, elle est fixe à un endroit donné. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est convertir des enregistrements réguliers de la hauteur d'eau, qu'on appelle des limnigrammes, en hydrogrammes, qui sont des séries temporelles de débit. Comment on va faire? Eh bien, via un modèle qui s'appelle une courbe de tarage, donc qui relie cette hauteur d'eau au débit. Cette courbe de tarage, on la détermine grâce à des mesures ponctuelles du débit cette fois-ci. Donc, c'est des mesures ponctuelles. Ça, c'est quelque chose qu'on sait faire. Et c'est des mesures qu'on appelle des jaugeages. Donc, c'est des couples hauteur-débit à un instant T. Donc, on va pouvoir, grâce à ça, convertir le limnigramme en hydrogramme. Et à chacune de ces différentes étapes, il y a des incertitudes qui entrent en jeu et qui affectent chacune des étapes. Et donc, au final, notre hydrogramme il est affecté par les incertitudes de chacune des étapes précédentes. Donc, il y a des méthodes de calcul des incertitudes pour chacune des différentes étapes, mais la propagation complète et homogène jusqu'au résultat final, elle est rarement effectuée. Donc, ça va être notre première question. Comment est-ce qu'on va estimer et propager de manière homogène ces incertitudes hydrométriques?
Donc finalement, au lieu d'avoir des croix comme tout à l'heure pour nos débits maximum annuels, on aura ici des barres d'incertitude. Et dans l'estimation de notre GEV, il faudra prendre en compte cette incertitude. Ensuite, on a l'incertitude d'échantillonnage. Donc celle-ci, elle est due à la longueur limitée des chroniques de débit. Donc par exemple, en France, les chroniques de débit, les séries de débit, elles mesurent en moyenne une soixantaine d'années. Alors que les périodes de retour qu'on va cibler, elles sont bien plus grandes. Donc ça peut aller de 100 ans jusqu'à 10 000 ans. Pour comprendre un peu mieux à quoi ça correspond l'incertitude d'échantillonnage, on va faire via un exemple théorique. Donc ici, on a généré 1000 années de débit maximum annuel. Et donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est estimer la crue centenale en utilisant que des sous-échantillons de 60 ans. Donc, ce qui correspond aux bandes rouges. Et donc, on voit les différentes estimations de la crue centenale qui sont les traits rouges. Et la valeur supposée, vraie valeur ici, c'est le trait gris. Donc, on voit que selon l'échantillon qu'on utilise, le sous-échantillon, on n'estime pas la même valeur de la crue centenale. Donc, voilà exactement ce que c'est l'incertitude d'échantillonnage. Donc, on sait estimer cette incertitude et dans notre cas, c'est même nécessaire de l'estimer pour différentes raisons qu'on verra plus tard. Donc, notre deuxième question ici ce sera comment est-ce qu'on va estimer la part respective de l'incertitude hydrométrique et de l'incertitude d'échantillonnage dans l'incertitude totale des quantiles. Donc, on verra ici qu'il y aura au final 2 participations dans l'incertitude totale. Et enfin, ça nous permettra de répondre à la question jusqu'à quelle limite l'utilisation de l'imnigramme ancien permet de réduire l'incertitude des quantiles de crue. Donc cette incertitude d'échantillonnage, on va pouvoir la réduire en élargissant le jeu de données de différentes manières. Tout d'abord spatialement, en faisant l'hypothèse que les processus de crue sont homogènes au sein d'une zone géographique qui est ici par exemple délimitée en rouge. Donc on a 3 zones supposées homogènes du point de vue des processus de crue. Mais aussi, on peut élargir temporellement le jeu de données. Donc ici, on a nos enregistrements aux stations hydrométriques en bleu, donc c'est ce dont on parlait juste avant. Et on va pouvoir remonter dans le temps en utilisant ce qu'on appellera des crues historiques. Donc ce sont des données qui sont antérieures aux enregistrements systématiques de hauteur d'eau et donc de débit. Donc nous, on va s'intéresser particulièrement à ce cas ici à droite, donc élargir temporellement les données. Donc les données de crue historique, elles peuvent prendre des formes diverses. Déjà, on peut avoir des relevés systématiques, donc des relevés de hauteur d'eau quotidiens, par exemple, qui n'ont pas été bancarisés et donc qui sont quelque part oubliés dans des archives et qu'on peut fréquemment retrouver. Donc ça, c'est déjà une connaissance très précieuse. On peut également avoir des repères de crues qui sont fréquemment installés, par exemple, dans les ponts dans certaines villes. Également des témoignages de crues anciennes et aussi des reconstitutions de crues issues de divers proxys, comme par exemple des carottages de sédiments proches des cours d'eau, ou alors l'analyse des cernes d'arbres également proches des cours d'eau. Donc généralement, ces données historiques, elles sont sporadiques. Donc on a des observations qui ne sont pas systématiques, pas tous les jours. C'est lorsqu'il y a une crue, à l'exception des relevés systématiques non bancarisés. Et donc, à ce titre, ces données, elles nécessitent des traitements statistiques adaptés. Donc pour cela, on va introduire le concept de seuil de perception. Donc le concept de seuil de perception, il dit que les années où on a des mentions de crues historiques, par exemple où on a un témoignage ou une marque, un repère de crue qui a été laissé, c'est que la crue était assez importante pour mériter de laisser ce repère ou pour mériter qu'il y ait un témoignage conséquent qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Et donc, on considère que ce débit il est supérieur à un certain seuil de perception. À l'inverse, les années où on n'a pas de mention de crue historique, on va considérer que ce débit il est inférieur à ce seuil de perception. Le problème, c'est que ce seuil de perception, généralement, il est considéré comme étant parfaitement connu. Et finalement, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il n'a pas toujours un sens physique. Il peut être compliqué à déterminer. Et donc, il y a déjà eu dans la littérature des tests de sensibilité sur ce seuil de perception, mais on n'a pas de prise en compte directe dans le modèle de ce paramètre et donc de répercussion de sa méconnaissance sur l'incertitude des résultats. De la même manière que le seuil, on a la durée de la période historique pendant laquelle ce seuil il va être actif. Donc ici, c'est le N en bleu. Et finalement,
cette durée, elle n'est pas évidente à déterminer non plus. Donc, il va souvent y avoir une méconnaissance sur cette durée. Donc, il y a des méthodes qui permettent d'en approcher une estimation, mais ces méthodes ne considèrent pas ce paramètre comme un des paramètres du modèle, et donc ça n'a pas de conséquences sur les résultats. Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est mettre au point un modèle qui considère une incertitude sur, ici, S, le seuil de perception, et N, la durée de la période historique. Et finalement, ça nous permettra de répondre à la question de quel est l'apport des témoignages de crues historiques pour l'analyse fréquentielle, une fois qu'on aura considéré l'ensemble des incertitudes. Donc, on refait un tour ici des problématiques. Donc, d'abord, on va vouloir estimer l'incertitude hydrométrique, puis ensuite, propager l'incertitude hydrométrique et l'incertitude d'échantillonnage dans les quantiles de crues extrêmes, et on verra la part de ces deux incertitudes dans le résultat. Et finalement, on va mettre au point un modèle qui permet de considérer une incertitude sur le seuil de perception et la durée de la période historique. Et ça nous permettra de répondre à la question, quel est l'apport des témoignages de crues historiques? Donc, on va illustrer ces problématiques avec le cas d'étude du Rhône à Beaucaire. Donc, le Rhône à Beaucaire, c'est un bassin versant de plus de 95 000 km², et c'est la dernière station du Rhône complet avant sa séparation en un delta au niveau de Arles. Et donc, le Rhône, à Beaucaire, il résume de nombreux apports qui sont très variés et complexes. Donc, par exemple, les apports des Alpes suisses, également les apports qu'on dit océaniques de la Saône, mais également les apports des cours d'eau cévenols et méditerranéens, plus à l'aval. Donc, ici, la Drôme, le Gard, etc. Donc, Beaucaire et les habitants de Beaucaire ont été très tôt tournés vers le Rhône, notamment parce que Beaucaire, c'était la capitale française des marchandises avant l'avènement du train, du chemin de fer. Et donc, c'était le fait de pouvoir naviguer ou pas sur le Rhône au niveau de Beaucaire, c'était une grande problématique parce qu'il y avait de nombreux commerçants qui venaient de toute la Méditerranée et qui remontaient jusqu'à Beaucaire pour cette foire. Et également, les habitants, ils observaient le fleuve régulièrement parce que, notamment, il y a eu de très fortes crues au XIXe siècle. Ici, on voit par exemple Napoléon à Tarascon suite à une crue. Et plus récemment, il y a eu également des crues en 2003 qui ont été très importantes. Et donc, c'est une zone à risque au niveau des inondations. Donc, à ce titre, il y a eu des relevés à Beaucaire, des relevés quotidiens de hauteur d'eau à partir de 1816 au niveau de la station de Pont de Beaucaire, au niveau du pont qui relie Beaucaire à Tarascon ici. Et donc l'échelle l'échelle limnimétrique, pardon, elle est toujours en place aujourd'hui. Voilà à quoi elle ressemble. Donc on peut toujours aller la voir. Elle n'a pas bougé. Et donc on a pu récupérer dans les archives, donc des historiens ont récupéré dans les archives des observations quotidiennes de la hauteur d'eau qui étaient réalisées par des observateurs régulièrement. Par la suite, il y a eu des travaux dans la zone, donc l'installation d'une centrale hydroélectrique qui a dévié une partie du débit et donc court-circuité quelque part la station de Pont de Beaucaire, qui, suite à ces travaux, ne mesurait plus l'ensemble des débits. Et donc la station, en 1970, elle a été déplacée plus à l'aval, au niveau de la restitution de ces débits, et donc on l'appellera Beaucaire Restitution. Donc on a pu également récupérer des jaugeages pour les deux stations. Dans les archives, on a retrouvé des jaugeages de 1845, par exemple. Donc ici, on voit les jaugeages pour les deux stations, Pont de Beaucaire, la plus ancienne, et Beaucaire Restitution en bleu, la plus récente. Donc, pour mieux comprendre le déplacement de la station, ici on voit à gauche la carte ancienne avant les travaux et la station de Pont de Beaucaire, et on voit à droite le déplacement de la station plus à l'aval, parce qu'il y a un court-circuitage des débits, et donc un endiguement ici en noir. Donc finalement, on peut récupérer 205 années de relevés systématiques de hauteur d'eau, et on va pouvoir également aller plus loin avant les relevés systématiques, grâce à la base de données Istron. C'est une base de données qui a été créée par des historiens qui ont rassemblé de nombreuses données qu'ils ont retrouvées dans des archives de la région, donc dans toute la basse vallée du Rhône. Donc cette base de données, elle contient plus de 1500 événements hydroclimatiques depuis le XIIIe siècle jusqu'à l'année 2000. Donc ces événements, ils sont classés déjà par type d'événements. Donc par exemple, on a des événements de gel du Rhône, des événements de pluie excessive,
et des événements de crue. Et donc, chacune des crues, dans la base, elle est catégorisée selon un facteur de gravité. Et donc, par exemple, on a les crues de la catégorie C4, qui sont des crues dites crues inondation extrême, et la catégorie C3, donc crues inondation de gravité intermédiaire, etc. Et donc, on a également des choses assez marrantes dans la base de données, comme des épisodes de gel total du Rhône, ici en 1929, par exemple. Donc, on va commencer avec cette première partie qui consiste à estimer les débits et les incertitudes. Donc, tout d'abord, pour estimer les débits avec incertitude, il va falloir déterminer les courbes de tarage. Le problème, c'est que la relation hauteur-débit, elle est valable à un instant T, mais elle peut être perturbée pour différentes raisons. Donc, par exemple, imaginons qu'on a ici notre rivière avec l'échelle limnimétrique à gauche, et on a notre courbe de tarage. Si on a une crue très importante qui vient modifier la géométrie de la section de la rivière au niveau de la station, bien, ici, notre échelle limnimétrique, elle n'a pas bougé. Par contre, la géométrie de la section, ben, elle est totalement différente. Donc finalement, notre relation hauteur-débit, suite à cet événement, elle n'est plus valable. Et donc, on va devoir élaborer une nouvelle relation en se basant, si on a une vision en temps réel, sur de nouvelles mesures, de nouveaux jaugeages. Donc nous, on a plutôt une vision de réanalyse, puisqu'on a récupéré des données anciennes. Et donc, ce qu'on va vouloir, c'est déterminer ces dates de rupture dans la relation hauteur-débit, donc qu'on appellera également des détarages. Donc pour cela, on va utiliser une méthode qui est proposée par D'Arienzo et al., qui est une méthode itérative de détection de ces détarages. Donc en quoi ça consiste? On utilise tous les jaugeages pour déterminer une relation hauteur-débit moyenne, et ensuite on va calculer ce qu'on appelle le résidu, qui est la différence entre chaque jaugeage et la courbe de tarage, avec la prise en compte des incertitudes des jaugeages et de la courbe. Et donc, on va pouvoir tracer ce résidu en fonction du temps. Donc ici, on les voit, et on voit apparaître en bleu différentes familles de jaugeages qui correspondent potentiellement aux familles homogènes de jaugeage. Et donc, grâce à un test de segmentation, on va pouvoir détecter les dates de détarage qui correspondent à donc des modifications de la relation hauteur-débit à un instant T. Donc, c'est une méthode itérative, donc pour chaque sous-période, on va répéter le test jusqu'à respecter un critère donné. Donc, on va appliquer cette méthode ici à Pont de Beaucaire. Donc, c'est uniquement les jaugeages qui sont en jaune, la station historique. Donc, finalement, voilà le résultat. On a nos différentes sous-familles de jaugeages qui sont les points de couleur. Et on a nos dates de détarage ici, mais finalement, on n'a pas directement des dates, mais on a une distribution des dates de détarage. Donc finalement, c'est nos distributions ici en bleu. Et ensuite, selon un critère donné par l'utilisateur, on peut choisir une date en fonction de cette distribution. Donc ici, par exemple, on a décidé, comme on avait très peu de jaugeage pour la période ancienne, de choisir au sein de cette distribution la date pour laquelle on a la hauteur d'eau la plus importante, donc la crue la plus forte, qui est selon nous la date la plus probable de détarage dans cette distribution. Donc ensuite, on va vouloir estimer nos courbes de tarage pour chacune des sous-périodes qu'on aura déterminées juste avant. Donc, on va utiliser pour ça une méthode bayésienne qui s'appelle Baratin et qui consiste à déjà déterminer une courbe de tarage a priori en se basant sur notre connaissance de la station via l'étude, par exemple, de cartes et de profils historiques. Et on va croiser cette information avec les jaugeages pour obtenir notre courbe a posteriori, donc, qui est une courbe de tarage avec incertitude. Donc ici, on a utilisé une version de Baratin un peu plus élaborée, proposée par Manzanares et al., qui permet de supposer que certains paramètres de la courbe de tarage sont constants entre les différentes périodes, alors que d'autres paramètres sont variables. Donc via une analyse des différentes informations historiques qu'on a pu récupérer. Et donc l'idée, c'est de transférer des informations entre les différentes périodes via l'expression d'une vraisemblance qui est commune aux différentes périodes. Donc voilà le résultat à Pont de Beaucaire. Donc on avait 10 sous-périodes homogènes, donc on a déterminé 10 courbes de tarage avec incertitude. Ensuite, on a une incertitude sur nos relevés limnimétriques. Donc on a utilisé le modèle d'erreur proposé par Horner et al., qui considère 4 termes d'erreur additifs.
donc par des termes tout à fait classiques comme une erreur sur la lecture de l'échelle ou sur le recalage du capteur, etc. Et donc nous, on a ajouté un 5e terme qui est plus adapté à des relevés historiques et qui considère une erreur due à la fréquence des relevés. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, par exemple, pour la période la plus ancienne à Beaucaire, en 1816, on avait des relevés quotidiens à midi de la hauteur d'eau. Sauf que nous, on s'intéresse au débit maximum annuel. Donc, potentiellement, si la crue elle a eu lieu, par exemple, à minuit ici, eh bien, on voit que si on fait des relevés uniquement à midi, on ne va pas mesurer la hauteur maximale de cette crue. Donc, on a une erreur qui est due à cette interpolation quelque part. Et donc, ce qu'on a pu faire, c'est qu'on a pu dégrader artificiellement les données récentes pour la station de Beaucaire-Restitution, où on a des données infrahoraires, et estimer des paramètres d'une distribution exponentielle qui représentent cette erreur. Donc, c'est une erreur qui est toujours positive. Et ensuite, on a appliqué cette erreur pour la période ancienne. Donc, on a une détermination du paramètre pour la période où on a un seul relevé par jour, entre 1816 et 1840, ou pour 3 relevés par jour entre 1841 et 1967. Et enfin, après 1970, les relevés ils sont automatiques, ils sont effectués par des capteurs, donc c'est infrahoraire. Et donc finalement, on considère que cette erreur, elle est nulle. Donc voilà le résultat. Pour les deux stations de Beaucaire, on voit que l'erreur ici, en jaune, elle est plus importante pour la période ancienne. Et plus on se rapproche de la période récente, plus cette erreur millimétrique, elle est faible. Donc, par la suite, on a pu propager ces différentes incertitudes successivement pour arriver à notre résultat final qui est le débit maximum annuel de 1816 à 2020. Donc, on voit la participation des différentes sources d'incertitude dans l'incertitude totale des résultats. Et ici, les pointillés gris, par exemple, c'est les différentes détarages. Donc, on a une incertitude qui varie de plus ou moins 30% pour la période la plus ancienne à plus ou moins 5% pour la période récente. Ensuite, on va s'intéresser aux crues, aux événements antérieurs aux enregistrements millimétriques, donc les crues historiques. Donc, on s'est intéressé dans la base de données Istron à la catégorie C4, donc crues et inondations extrêmes. Et donc, les auteurs de la base de données, donc Pichard et al., ils ont déterminé un ordre de grandeur de ces crues qui est d'environ 9000 m3 par seconde. Donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de modéliser à l'aide d'un modèle hydraulique le débit de chacune de ces crues historiques. Le problème, c'est qu'on s'est heurté à différents problèmes dus, par exemple, au manque d'informations sur la bathymétrie avant 1850. On a retrouvé aucune bathymétrie antérieure à ces dates-là. Et aussi, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait déterminer les différentes incertitudes de ces estimations avec un modèle hydraulique. Bon, finalement, on a stoppé la modélisation hydraulique et on a essayé uniquement de déterminer l'ordre de grandeur de ces crues en croisant les données de la base Istron, donc qui vont de 1500 à 2000, avec les données de débit que j'ai présentées juste avant, qui vont de 1816 à 2020. Donc ici, on a exactement le graphique des débits que j'ai présenté juste avant, mais donc on a reporté en rouge les crues dans la base de données qui sont catégorisées comme C4. Donc on voit que les 9000 m3 par seconde, on a certaines crues qui sont donc au-dessus, évidemment. On en a certaines aussi de la catégorie C4 qui sont en dessous. Et on a même une crue ici qui n'est pas catégorisée C4, mais qui est à environ 9000 m3 par seconde. Donc il faudra se méfier de l'exhaustivité de ces données dans la base. Donc finalement, on a pu créer une chaîne de propagation des incertitudes hydrométriques, ce qui nous a permis d'estimer des débits maximums annuels depuis 1816, avec une incertitude de plus ou moins 30% à 5% pour la période récente. Et on a pu collecter des témoignages de crues historiques depuis 1500 et avoir une première estimation de l'ordre de grandeur du débit de ces crues C4. Donc voilà notre échantillon au final, qui est donc composé de mentions de crues ici en rouge, de la catégorie C4, avec donc une incertitude sur le débit de ces crues, donc on n'a pas d'estimation de la vraie valeur. Et ensuite, après 1816, on a des débits maximum annuels avec incertitude. Donc, dans cette seconde partie, on va vouloir estimer la part respective de l'incertitude hydrométrique et de l'incertitude d'échantillonnage.
Donc, on s'intéresse ici uniquement à la période récente, à partir de 1816. Donc, ce qu'on a pu faire, c'est propager successivement l'incertitude hydrométrique et l'incertitude d'échantillonnage à nos quantiles de crues. Et donc, on a aussi pu propager les deux incertitudes en même temps, et on a pu déterminer la part relative de chacune de ces incertitudes, donc, dont voici le résultat. Donc, on voit ici les quantiles de crues à Beaucaire, de 1816 à 2020. On a nos observations en noir avec les barres d'incertitude qui sont les débits maximum annuels. Et ici, on voit que donc, elles ont des incertitudes différentes selon l'ancienneté de ces données. On voit que l'incertitude hydrométrique en jaune, elle est prédominante sur l'incertitude d'échantillonnage pour les périodes de retour les plus faibles. Par contre, pour les périodes très fortes, on a un équilibre et même l'incertitude d'échantillonnage en bleu qui prend le dessus. Donc on s'est demandé comment se répartissait cette part des deux incertitudes dans le cas où on avait des tailles d'échantillons plus petites. Donc, par exemple, on a pris uniquement les 50 dernières années, uniquement les 100 dernières, etc. Et on voit que ça a des conséquences notamment sur les crues qui sont incluses dans l'échantillon. Donc, par exemple, on a la crue de 2003 très récente qui était forte, mais ici, on a deux crues très importantes, 1840 et 1856, qui étaient également très fortes et qui sont uniquement incluses dans l'échantillon total. Donc ici, ce qu'on représente, c'est pour l'échantillon complet de 205 ans, la part respective en pourcentage dans l'incertitude totale des deux différentes sources. Donc on voit encore une fois que l'incertitude hydrométrique en jaune, elle est prédominante pour les faibles périodes de retour, et ensuite l'incertitude d'échantillonnage prend le dessus. Mais ça, ce n'est pas vrai pour les différents sous-échantillons. On voit que les résultats sont différents. Par exemple, pour l'échantillon des 50 dernières années, les mesures elles sont beaucoup plus précises, donc l'incertitude hydrométrique, elle est beaucoup plus faible. Par contre, étant donné qu'on n'utilise que 50 années, l'incertitude d'échantillonnage, elle va être beaucoup plus forte. Et on est allé un peu plus loin dans cette idée, et donc ici, ce qu'on a représenté, c'est finalement le calcul de la crue millénale, avec des tailles d'échantillons de plus en plus grandes en allant vers la droite du graphique. Donc par exemple, ici tout à gauche, c'est l'estimation de la crue millénale en utilisant que les 20 dernières années de l'échantillon. Et donc ensuite, au fur et à mesure qu'on va vers la droite du graphique, on rajoute des années jusqu'à aller à l'échantillon complet de 205 ans. Donc ce qu'on voit, c'est que pour les 100 premières années, jusqu'à 100 ans, on réduit largement l'incertitude d'échantillonnage en bleu. En revanche, on observe un plateau ensuite. Donc cette incertitude d'échantillonnage, elle ne va plus diminuer. Par contre, lorsqu'on va inclure les crues de 1856 puis 1840, qui étaient donc très importantes, on a une augmentation de l'estimation centrale de la crue millénale, et on a aussi, comme on inclut des données anciennes et plus incertaines, une augmentation de l'incertitude hydrométrique. Donc finalement, dans ce chapitre, on a pu déterminer la part des deux sources d'incertitude dans l'incertitude totale des quantiles. On a vu que l'incertitude d'échantillonnage était dominante pour les grandes périodes de retour, et inversement pour l'incertitude hydrométrique. Et donc, on a vu que la part relative de ces deux sources, elle était variable selon la taille de l'échantillon. Et enfin, on a vu que la réduction de l'incertitude, elle était importante jusqu'à des tailles d'échantillon de 100 ans. Ensuite, elle était moindre. Par contre, lorsqu'on inclut les crues très fortes de 1840 et 1856, on augmente les estimations centrales. Donc maintenant, on s'intéresse à notre échantillon complet, donc de 1500 à 2020, et on va vouloir créer un modèle qui permet d'estimer une incertitude sur le seuil de perception, donc ici en noir, et sur la durée de la période historique, ici en bleu. Donc finalement, notre échantillon il sera composé de séries de débits maximum annuels, qui sont ici en bleu foncé, et d'un nombre de dépassements du seuil de perception. Donc c'est ici les triangles rouges, qui sont donc des événements où on suppose que les crues ont dépassé le seuil de perception, mais on ne connaît pas ici le débit précisément de ces crues. On sait juste qu'il y a eu K dépassement du seuil de perception sur une durée de N années. Et donc finalement, on considère qu'il y a N-K années où on n'aura pas de dépassement du seuil de perception. Donc si on écrit la fonction de répartition de la GEV, toujours la même loi que tout à l'heure, donc ici, on a f de x, c'est les données d'entrée, et θ, c'est les paramètres de la GEV. Donc on voit que le x ici, il est reporté
dans l'exposant de l'exponentielle. Et donc, on va pouvoir déterminer la probabilité de dépassement de ce seuil de perception, qui peut s'écrire pi de θ, parce que cette probabilité, elle dépend des paramètres de la GEV. Et donc, on voit que ici, le terme S, donc le seuil de perception, il a remplacé le terme X, qui correspond aux observations, dans notre probabilité de dépassement. Et ce qu'on va supposer, c'est que K, le nombre de dépassements du seuil, on peut le modéliser en utilisant une loi binomiale de paramètres n pour la durée de la période historique et pi, donc la probabilité de dépassement du seuil de perception. Donc on peut écrire la vraisemblance de cet échantillon mixte. Donc on a à gauche un terme qui correspond à la période systématique, donc dans notre cas les débits de 1816 à 2020, et à droite la période historique, donc les mentions de crues qui sont supérieures au seuil de perception. Et donc, on a notre formule, on a la formule de Bayes. Donc, on va dire que la distribution des paramètres θ de la GEV, sachant les données, elle correspond donc à notre vraisemblance et multipliée par notre a priori. Donc, l'a priori, ça va être de la connaissance sur nos paramètres de la distribution GEV qu'on va amener et qui ne provient pas des données. Donc, on va explorer cette distribution a posteriori en utilisant une méthode MCMC. Et ce qu'on peut faire également ici, c'est qu'on peut propager l'incertitude hydrométrique de nos relevés systématiques de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure. Et donc, on aura cette incertitude qui provient des débits maximum annuels avec une incertitude. Donc finalement, on va passer ici d'un modèle où le seuil et la durée de la période historique sont connus à des modèles où successivement le seuil et ou la durée historique sont méconnus. Donc on a un premier modèle A où S, le seuil, et N sont supposés connus. Et ensuite, on a ce modèle B où le seuil de perception est supposé méconnu. Donc on aura une incertitude dessus et également un a priori. Ensuite, un modèle C où cette fois-ci le seuil est supposé comme connu. Par contre, la durée de la période historique est supposée méconnue. Enfin, un dernier modèle, le modèle D, où ces deux paramètres sont supposés méconnus en même temps. Donc, on va tester ces différents modèles sur un échantillon qu'on a artificiellement dégradé. Donc, on a pris nos débits maximum annuels de 1816 à 2020. Et finalement, pour la station de Pont de Beaucaire, donc jusqu'en 1970, on ne va utiliser que les années où on a eu un dépassement du seuil de perception qu'on fixe ici à 9000. Et pour la période récente de 1970 à 2020, on va utiliser nos débits maximum annuels. Donc l'intérêt ici, c'est que on connaît parfaitement le seuil de perception et la durée de la période historique de notre échantillon. Et on va voir comment nos modèles s'en sortent avec ces informations-là. Donc on voit ici, en gris, ce sont les crues qui sont inférieures au seuil de perception et donc qu'on n'utilisera pas. Donc pour cela, on va fixer des a priori sur nos deux paramètres. Donc le seuil de perception, on va le fixer à 9000, qui est la vraie valeur ici, mais on va fixer un a priori gaussien avec un écart type de 2000 m³/s, donc relativement large. Ce sont des a priori qui sont peu informatifs. Et la date de la période historique, ce qu'on va faire, c'est que finalement, pour estimer globalement la date de début de notre période historique, qu'on appellera ici T étoile, donc c'est la première année de notre échantillon historique, on considère que le début de notre période, il ne peut pas démarrer après la première crue de l'échantillon, forcément. Donc ici, la première crue de notre échantillon, c'est 1840. Et donc finalement, on va prendre une loi uniforme qui est entre 1340 et 1840. Donc on a choisi 500 ans pour donner un a priori peu informatif. Donc on va tester nos 4 modèles. Donc ici, on a notre référence qui est la GEV sur 1816-2020 avec la série systématique. Donc c'est les mêmes données que je vous ai montré tout à l'heure avec l'échantillon, les résultats en jaune et bleu. Donc ça sera notre référence. Et ensuite, ici, on a la GEV pour la série systématique uniquement sur les années 1970-2020, donc la série de Beaucaire-Restitution. Donc on voit que l'incertitude elle est beaucoup plus importante quand on n'utilise qu'une cinquantaine d'années pour calculer notre GEV. Donc c'est là que l'utilisation de données historiques
antérieure aux enregistrements continus va avoir un intérêt. Donc ici, on voit le résultat de notre modèle A. Donc là, c'est la crue millénale que je montre. On a le modèle A où le seuil et la durée de la période historique sont supposés connus. Ensuite, notre modèle B où le seuil est méconnu et la durée est connue. Le modèle C où, inversement, le seuil est connu et la durée est inconnue. Et enfin, le modèle D où les deux paramètres sont inconnus. Donc finalement, ce qu'on peut voir avec ces résultats, c'est que déjà, l'utilisation des crues historiques, elle permet d'améliorer la connaissance sur les crues par rapport au seul échantillon 1970-2020 en vert clair. Et par contre, lorsqu'on utilise le modèle A, eh bien, on a une sous-estimation de notre incertitude par rapport au cas où on a le seuil qui est inconnu, par exemple. Et on voit que la réduction de l'incertitude, elle est notamment conditionnée au fait que le seuil de perception soit connu. Donc ici, là où il est supposé connu, c'est pour les modèles A et C. Et on voit que, en revanche, la méconnaissance de la durée de la période historique, donc ici par exemple pour le modèle C en bleu clair, eh bien, elle est moins impactante que la méconnaissance du seuil de perception en rouge, donc ce qui est un résultat auquel on ne s'attendait pas forcément. Et on peut voir aussi que nos valeurs centrales des estimations, elles sont relativement proches de la référence en vert foncé. Si on regarde maintenant les paramètres estimés par le modèle, donc on a ici la distribution a posteriori du seuil de perception pour le modèle B en rouge et le modèle D en bleu foncé, et notre a priori en gris. Donc on voit que l'estimation du seuil de perception, elle est cohérente avec la vraie valeur de 9000, ici les pointillés noirs. Et donc on voit que finalement, nos données de crue historique, elles ont apporté de l'information, donc on a amélioré nos estimations par rapport à l'a priori. Et ici, on a la distribution a posteriori pour T étoile, c'est-à-dire la date de début de la période historique. Donc pour le modèle C, où seule la durée historique est supposée méconnue, on voit qu'on a quand même récupéré de l'information dans les données, puisque en bleu clair, on voit que la distribution est plus étroite. En revanche, pour le modèle D, l'estimation, elle n'est pas très précise et on n'améliore pas beaucoup, la distribution n'est pas beaucoup plus précise que l'a priori. Donc on se demande si ça ne serait pas intéressant d'utiliser des a priori plus informatifs, par exemple. Donc ensuite, on va utiliser nos modèles sur l'échantillon complet de 1500 à 2020. Et cette fois-ci, on ne connaît pas les paramètres. On a notre seuil de perception qu'on supposera toujours qu'on supposera toujours à peu près à 9000 m³/s, mais il faudra lui donner un a priori. Et donc, on a aussi notre durée historique qu'on ne connaît pas parfaitement. Donc, on va donner des a priori similaires au cas test qu'on a présenté juste avant, donc des a priori peu informatifs. Et donc, on utilise les cas dépassement du seuil de perception de 1500 à 1816 et ensuite les débits maximum annuels de 1816 à 2020. Donc, voilà les résultats pour les 4 modèles avec toujours la référence, donc la GEV déterminée avec la série systématique 1816-2020. Donc, on voit déjà que la réduction d'incertitude par rapport à la référence, elle est conditionnée au fait que le seuil de perception soit connu. Donc, par exemple, les modèles B et D, où le seuil est supposé inconnu, on voit que les estimations, elles sont équivalentes à la GEV 1816-2020, en vert. Et dans les autres cas, on améliore, sinon l'incertitude, elle est similaire à la référence. Et on peut aussi dire que les estimations centrales, elles sont assez équivalentes à l'estimation de référence, sauf pour les modèles A et C, où ces estimations centrales, elles sont légèrement plus faibles, donc de environ 5%. Donc on voit que la méconnaissance de S ou de N a des impacts différents sur nos résultats. Maintenant, si on regarde les paramètres, donc cette fois-ci encore, on a une amélioration de la connaissance sur le seuil de perception en utilisant les données historiques, puisqu'on voit que par rapport à l'a priori, notre distribution, elle est elle est restreinte. Par contre, on voit qu'on détermine des valeurs qui sont plus importantes que la valeur de 9000 qu'on a supposée. Donc probablement que le seuil de perception, finalement, il est peut-être un peu plus important. Enfin, encore une fois, on voit que les données historiques, elles sont moins informatives pour la durée de la période historique que pour le seuil de perception, puisqu'ici, on voit que, par exemple, notre modèle D,
qui suppose que le seuil et la durée historique sont incertains, on améliore très peu la connaissance sur cette durée par rapport à l'a priori en gris qu'on ne voit même pas ici. Finalement, ce modèle D, il amène à des estimations des paramètres qui sont assez incertains. Donc, pour conclure avec ce chapitre, on a pu élaborer un modèle qui considère le seuil et la durée historique comme étant incertains. Donc, c'est un modèle qui pourra être utilisé dans de nombreux cas. Et on a eu des résultats satisfaisants sur notre échantillon de test, pour lequel on connaissait les paramètres. Ensuite, on l'a appliqué à notre échantillon complet, et ça nous permet de répondre à la question: quel est l'apport des témoignages de crues historiques? Donc, on a vu que la réduction d'incertitude par rapport à la référence, elle était conditionnée à la connaissance du seuil de perception. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est utiliser des a priori qui sont plus informatifs. Ici, les a priori étaient très peu informatifs. L'analyse des résultats de ces modèles nous a permis nous a amené à avoir des doutes sur l'exhaustivité de notre échantillon de crues C4 dans la base de données. Donc, pour conclure, on a pu, dans une première partie, estimer et propager les différentes sources d'incertitude hydrométrique à l'aide d'une chaîne de propagation complète et homogène. Et on a pu donc estimer les hydrogrammes incertains de 1816 à 2020. Enfin, on a pu collecter dans la base de données Istron des données, des témoignages de crues depuis 1500 et estimer un ordre de grandeur de ces crues. Finalement, on a pu estimer la part relative des deux sources d'incertitude dans l'incertitude totale des quantiles. Et on a vu que l'incertitude d'échantillonnage était dominante pour les grandes périodes de retour, mais que cette part relative était variable selon la taille de l'échantillon. Et aussi, on a pu voir que la réduction de l'incertitude totale, elle était importante lorsqu'on utilisait des tailles d'échantillons qui allaient jusqu'à 100 ans, et ensuite elle était moindre. Par contre, on revoyait à la hausse nos estimations centrales de la crue millénale. Ensuite, on a pu mettre au point un modèle fréquentiel qui prend en compte une incertitude sur le seuil de perception et ou la durée de la période historique. Donc, on a eu des résultats satisfaisants sur l'échantillon test. Et ensuite, sur l'échantillon complet, on a vu que la réduction d'incertitude, elle était conditionnée à la connaissance du seuil de perception. Enfin, on a pu voir qu'on avait une incertitude assez importante lorsque à la fois le seuil de perception et la durée de la période historique étaient incertains. Donc, quelques perspectives, d'abord dans le cadre du RON à Beaucaire. Ce qu'on pourrait faire pour améliorer nos résultats, c'est utiliser des données historiques complémentaires, comme par exemple potentiellement des données de carottage sédimentaire qui existent dans la zone. Encore une fois, il faudra se méfier de l'exhaustivité de ces données. Ensuite, on pourrait prendre dans notre modèle en compte la variabilité climatique en utilisant par exemple des covariables, mais il faudra faire attention parce que l'impact de la variabilité climatique, il n'est pas homogène sur l'ensemble du bassin versant, qui est très grand. Finalement, on pourrait effectuer une analyse distribuée pour chaque sous-bassin versant du Rhône et utiliser ces résultats pour améliorer la connaissance des crues à Beaucaire. Et dans ces sous-bassins, on pourrait également utiliser des données historiques. Enfin, une autre possibilité, ça serait également de conditionner notre analyse des crues aux différents types de temps ou aux types de crues, parce que sur le Rhône, on observe différents types de crues, par exemple les crues océaniques ou méditerranéennes. Et enfin, on pourrait sortir du cadre de l'analyse fréquentielle des crues et s'intéresser uniquement à la variabilité hydroclimatique sur 5 siècles, puisqu'on a finalement des débits des données depuis 1500, comme ça a été fait ici par exemple sur de nombreux cours d'eau en Europe. Et ensuite, plus généralement, on pourrait se servir de ce modèle sur d'autres stations ou d'autres types de données. C'est un modèle assez flexible et qui pourrait s'adapter à de nombreux cas où, par exemple, on connaît le seuil ou on connaît la durée de la période historique. Et finalement, ces différentes données historiques nous ont permis de souligner l'utilité des nombreuses données hydroclimatiques qui sont aujourd'hui oubliées dans les archives. Donc, on a pu retrouver, par exemple, des données continues de hauteur d'eau depuis 1816, ce qui est donc très ancien à l'échelle des autres stations hydrométriques. Donc, ça souligne l'intérêt de ces données pour la connaissance des crues, mais pas uniquement. Ces données, elles ont aussi un intérêt pour la sensibilisation collective aux risques naturels. Donc, par exemple, quand il y a une crue importante, on entend souvent les gens dire on n'a jamais vu ça. Mais parfois, sans vouloir minimiser les événements, parfois, quand on s'intéresse aux données historiques, on voit qu'il y a pu y avoir des événements équivalents dans le passé. Donc, ces données, elles ont un intérêt
vraiment particulier pour la sensibilisation aux risques naturels. Et donc, j'en profite pour conclure en rendant un hommage à Georges Pichard, qui nous a quittés l'année dernière, et donc qui est l'historien qui est à l'origine de la base de données Istron, et qui a dévoué une partie de sa vie à fouiller dans toutes les archives de la zone provençale. Et donc, grâce à lui, on a pu récupérer un nombre incalculable de données qui seront utiles, j'imagine, à de nombreuses générations de doctorants, de thésards. Donc voilà, on a une pensée pour lui, avec qui on a travaillé un petit peu en début de thèse. Voilà, merci pour votre attention.